Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette troisième vidéo sur Abinit. Alors, cette troisième vidéo, aujourd'hui, nous allons l'articuler autour de deux points. Le premier point va concerner quelques petites remarques sur AbiPy en particulier. Remarques que nous n'avions pas intégrées dans les vidéos précédentes. Et la seconde, elle va porter sur les variables basiques, variables d'entrée basiques de Abinit. Donc, sans plus tarder, on doit se rendre compte qu'en fait, dans les vidéos précédentes, on n'avait pas précisé quelle version de Python était utilisée. Alors, vu que nous travaillons sur Ubuntu, tout ce qui a été fait pour installer AbiPy en particulier a été fait en utilisant la version 3.10.6 de Python. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi, lorsqu'on essaye d'installer AbiPy à partir des dépôts, c'est-à-dire à partir du site de pypy.org, on a une erreur lorsqu'on veut faire la vérification de l'installation. Cette erreur concerne en particulier le paquet PyMatgen. Alors, si vous faites l'installation de AbiPy à partir du site de PyPy, il faudrait s'assurer d'installer la bonne version de PyMatgen, qui est celle-ci. Alors, donc, en cas d'erreur, il faudra écrire plutôt pipinstall, PyMatgen et préciser la version. Si l'erreur persiste, il serait aussi bon de choisir une version en deçà de celle qui est donnée là. Alors, par contre, moi, la version que j'ai utilisée est une version encore plus récente. Ce qui fait que la version plus récente, et c'est cette version qui a été utilisée pour compiler le fichier de AbiPy, dans le paquet de AbiPy mis à votre disposition sur le GitHub. Donc, si vous voulez être sûr que cela fonctionne, l'idéal serait donc d'utiliser la même version de PyMatgen que moi, qui va s'afficher dans un instant. Alors, donc, comme on peut le constater, dans la version qui a été utilisée pour compiler AbiPy à mon niveau, c'est la version 2022.11.7. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité soit d'installer la même version, ce qui signifie qu'à ce niveau, vous remplacez juste le 0 par 11 et le 14 par 7, puis vous faites l'installation. Donc, ça c'était la première, ça c'était les premières remarques, c'est-à-dire, il faut, pour bien suivre ces vidéos, utiliser la version 3.10.6 de Python. Non, je n'ai pas encore fait, j'ai pas fait de vérification avec la version 3.11, donc il serait préférable de se limiter à la version 3.10 et s'assurer lorsqu'on veut utiliser AbiPy que la version de PyMatgen est compatible avec le paquet AbiPy qui a été installé soit directement du site de PyPy, soit pris dans le lien qui vous a été fourni dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire disponible sur notre GitHub. Alors, c'est bon pour les remarques. Alors, dans la seconde partie de notre vidéo va porter sur, on va dire, une tentative de compréhension du fichier d'entrée. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions fait un test d'installation de Abinit. Donc, nous sommes assurés que tout fonctionnait pour le mieux. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est prendre le fichier d'entrée qui avait pour l'extension .abi et regarder les variables qui y a à l'intérieur. Pour cela, il suffit que nous nous rendions dans notre dossier de travail. Je l'avais nommé tuto Abinit.
Vous voir. Et on l'avait copié dans le répertoire base 1. Alors, le fichier qui nous intéresse, c'est celui-ci. Nous allons l'ouvrir et voir quel est son contenu. Alors, donc, voilà le contenu. On se rend compte que à l'intérieur, nous avons des variables. Et ce sont ces variables appelées variables d'entrée qui ici sont pour la plupart des variables basiques que nous allons présenter tout au long de cette vidéo. Alors, afin d'éviter que nous passions d'un fichier à l'autre, j'ai préparé une petite présentation qui va nous aider, dans laquelle le code a été complètement recopié. Alors, cette présentation a pour intitulé variable d'entrée basique de Abinit. Car comme j'ai eu à le constater, et comme vous allez aussi le constater, dans le code qui a été recopié là, toutes les variables que nous allons présenter ici et que vous voyez là à l'écran sont des variables basiques. Donc, nous allons les présenter au fur et à mesure de leur apparition, tel que vous voyez là dans le code. C'est-à-dire, le code a été recopié, donc certaines parties ont été enlevées car non nécessaires. Qui me permet déjà d'expliquer un peu un fichier d'entrée de Abinit, c'est-à-dire le fichier d'extension ABI. Alors, tout ce qu'on voit derrière ce signe, le jazz ou sharp en anglais, c'est un commentaire. Donc, tout ce qui suit le sharp n'est pas pris en compte lorsqu'on exécute Abinit. C'est-à-dire, lorsqu'on lance l'exécutable, le programme ne va lire que toutes les lignes qui ne sont pas commentées. Alors, donc, nous allons présenter les variables qu'on a dans notre fichier d'entrée, ce qui va nous permettre au fur et à mesure des vidéos, c'est-à-dire des prochaines vidéos, d'un peu mieux comprendre pour quelles raisons on a mis telle ou telle variable, parce qu'on a l'intention d'obtenir tel ou tel résultat. Donc nous referons probablement une vidéo sur on va dire une vidéo en termes de tutoriel basique, parce que sur le site de Abinit on a des tutoriels basiques. Donc ce que vous avez à l'écran est un extrait du premier tutoriel basique qui porte sur la molécule d'hydrogène, le H2. Voilà le titre ici, vous voyez bien, c'est molécule de H2 dans une boîte. Alors donc, tout au long de cette présentation, nous allons de temps en temps balancer entre la variable dont nous voulons parler et le code. Alors, d'entrée de jeu, on se rend compte que la première ligne qui n'est pas commentée est celle-ci. On a ACE2L 10. Alors, pour comprendre la présentation, on a remarqué que pour chacune des variables, chacune des variables sera présentée à chaque fois de cette manière-ci, où on a le nom de la variable, juste en bas, une définition mémotechnique de la dite variable sera donnée juste en dessous du nom de la variable. On va mettre juste à côté, on aura le type de variable, la dimension de la variable et le cas échéant, on va aussi donner la valeur par défaut de la dite variable. Chacune des variables, ou bien certaines variables, pour être plus précis, ont aussi une autre propriété qu'on va appeler ici des caractéristiques qui seront données juste là au-dessus. Donc, la première variable qui s'appelle ici ACE2L pour Selective Vector Scaling est cette variable-là qui va nous donner les échelles de longueur par lesquelles les translations primitives sans dimension RPRIM, qui est une variable sur laquelle nous allons présenter dans la suite. Donc, ce sont les échelles de longueur par lesquelles ces translations primitives-là doivent être multipliées. Alors, puisque c'est une variable d'entrée, n'est-ce pas, elle doit aussi se donner en fonction d'une unité. Alors, par défaut dans Abinit,
cette variable se donne en bord. Bon, il est également aussi possible de donner cette variable en angstrom. Pour cela, il faudra préciser. Ce qui signifie que lorsque nous regardons notre code, vu que la dimension, l'unité n'a pas été précisée, autant pour moi, ça veut dire que la variable ACE2L a été donnée en bord. Voilà deux. Alors, la prochaine, nous avons dit que la variable ACE2L est reliée à la variable RPIM que voici. Alors, on constate que dans le code que nous présentons, cette variable est commentée pour une raison simple. Parce que elle est donnée là avec ses valeurs par défaut. Alors, comme ce sont des valeurs par défaut qui sont utilisées directement, nous n'avons pas besoin de donner des valeurs ici à cette variable là. Donc lorsque vous n'intégrez pas cette variable dans votre fichier d'entrée, Abinit automatiquement prendra ce vecteur ou bien ce tableau par défaut. Alors RIM signifie Real Base Primitive Translations. Donc c'est une variable de type réel de dimension 3x3. Alors, elle donne donc les 3 translations primitives sans dimension dans l'espace réel qui doivent être redimensionnées par ACE2L dont nous avons présenté dans la diapo précédente. Alors, nous avons deux manières d'insérer cette variable. Ça, c'est pour le cas où on ne veut pas utiliser les valeurs par défaut, sous forme d'un vecteur ligne où les 3 premiers chiffres vont représenter le premier vecteur, les coordonnées du premier vecteur de translation, les 3 suivants pour le second vecteur et les 3 dernières pour le troisième vecteur. Donc, si on ne veut pas écrire en ligne, on peut présenter de cette manière-ci, n'est-ce pas? Où chaque ligne va représenter les coordonnées d'un des vecteurs de translation. Alors donc, comme on l'a dit, dans le cas de notre code, on travaille avec les valeurs par défaut, mais donc il n'était pas nécessaire d'insérer cette variable-là avec les dites valeurs par défaut. Alors, la troisième variable, c'est NTYPAT. Ici, on voit qu'elle est donnée là avec la valeur 1. Alors, cette variable signifie Number of Types of Atoms. C'est-à-dire, cette variable nous permet d'insérer dans notre fichier d'entrée le nombre de types d'atomes qu'une cellule unitaire doit avoir. Alors, parce que dans Abinit, lorsqu'on veut placer nos atomes, celles-ci doivent être placées dans des cellules unitaires. Donc, nous devons préciser d'entrée de jeu le nombre de types d'atomes qu'on trouve dans chacune des cellules unitaires. Alors, nous voyons que dans le code que nous présentons présentement, là, nous travaillons uniquement avec la molécule de dihydrogène, n'est-ce pas? Alors, on a donc combien de types d'atomes? Nous n'avons qu'un seul type d'atome. Lorsque nous insérons cette variable, le code va également essayer de lire le même nombre. C'est-à-dire, ici c'est 1. Ici je reviens dans le code. Ce nombre-ci, c'est écrit 1. Alors, là-bas, le code, on va dans le code, c'est-à-dire quand on parle de code ici, nous parlons du code de Abinit. Il va essayer de lire le même nombre dans le fichier, ou bien dans les fichiers de pseudo potentiel. Alors, dans Abinit, les fichiers de pseudo-potentiel sont tirés du site pseudo dojo, dont l'adresse est donnée là et ont été générés avec la fonction d'échange corrélation LDA. Alors, donc, vous pouvez vous rendre sur le site de pseudo dojo facilement et télécharger vous-même une version plus à jour des fichiers de pseudo potentiel. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil à ce site. Le temps que ça se lance. Donc,
Sur le site de Pseudo Dojo, on a la possibilité de télécharger les fichiers de pseudo potentiels un peu plus à jour, donc lesquels fichiers vont être utilisés par Abinit lorsqu'on essaye de faire une simulation. Donc si on voit bien, la version la plus à jour, c'est la version 4.1. Donc tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Donc le site est assez détaillé, donc il y a un menu d'aide, tout et tout. Donc on peut avoir les détails concernant les fichiers de pseudo potentiel que nous voulons télécharger. En retournant dans notre code, après la variable intégré PAT, nous avons ZNUCL ici, qui a pour valeur 1 dans le code. Alors, cette variable va nous donner la charge nucléaire de chaque type de pseudo-potentiel, et ceci dans l'ordre. Alors, puisque nous n'avions que l'atome d'hydrogène, et comme cela a été remarqué ici, lorsque nous parlions de la variable NTYPAT, pour l'hydrogène, ZNUCL, ça sera 1. Et on a dit que ceci doit être en accord aussi avec ce qu'on va trouver dans les fichiers de pseudo-potentiel. Raison pour laquelle nous avons également 1 dans notre code ici. Nous avons 1. Alors, ce qu'on doit remarquer, c'est que si la valeur que nous mettons ici est différente de celle qu'on trouve dans les fichiers de pseudo-potentiel, tant pour moi, le programme envoie un message d'erreur et va s'arrêter. Donc il faudrait à chaque fois qu'on s'assure que cette variable a la valeur qu'on trouve exactement dans les fichiers de pseudo-potentiel. Alors, maintenant, nous sommes en droit de nous demander comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir la bonne valeur de ZNUCL, puisque celle-ci doit être identique à celle qu'on trouve dans les fichiers de pseudo-potentiel. Alors pour ce faire, il suffit pour nous de nous rendre dans un fichier de pseudo-potentiel. Alors juste avant, j'ai eu à télécharger les fichiers de pseudo-potentiel sur le site Dojo. Alors par exemple, j'ai eu à télécharger, comme je le disais, j'ai décompressé, voici un ensemble de fichiers de pseudo-potentiel. Alors nous allons chercher pour l'atome d'hydrogène. Je crois, voici le fichier, n'est-ce pas? On l'ouvre et en réalité, dans les fichiers de pseudo-potentiel, ZNUCL, c'est-à-dire la variable ZNUCL, n'est-ce pas, n'a pas la même nomenclature dans ces fichiers-là. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce fichier pour avoir la bonne valeur de ZNUCL, ça sera de regarder la deuxième ligne. Alors, dans un fichier de pseudo-potentiel, au lieu d'écrire ZNUCL, c'est plutôt écrit ZATOM. Là, comme on voit là. Et on se rend compte que juste à côté, il y a 3 groupes de nombres qui sont écrits. Alors, celui qui nous intéresse, c'est le premier groupe. Comme on a remarqué dans notre fichier de code que je représente ici, la valeur c'est 1. Parce que nous avons ici que des atomes d'hydrogène. Et on voit bien que dans le fichier de pseudo-potentiel, c'est bel et bien la valeur 1. Alors, si nous prenons un autre type d'atome, en l'occurrence l'hélium, par exemple, on se rend compte que dans ce cas-là, la valeur c'est 2. Il suffit juste de regarder la deuxième ligne. La valeur c'est 2. Si nous prenons encore un autre atome, disons l'oxygène, l'atome d'oxygène. Dans le cas de l'atome d'oxygène, on voit bien qu'il y a une différence. La valeur c'est 8. Donc, on comprend qu'à chaque fois qu'il faudra donner une valeur à ZNUCL,
UCL, il faudra toujours se référer au fichier de pseudo potentiel pour être sûr que la valeur que nous insérons est la bonne. Alors, en revenant à notre code, la prochaine variable qui nous intéresse, c'est NATOM, ce qui vaut 2. Alors, tout est dans le nom, hein, qu'on peut s'en rendre compte. NATOM, c'est le nombre d'atomes. Ici, nous en avons 2 dans notre cellule unitaire, c'est-à-dire le nombre d'atomes par cellule unitaire. La valeur par défaut, ici, c'est 1, mais contrairement, par exemple, à R', où il n'était pas nécessaire forcément d'initialiser cette valeur ou bien de donner une valeur à cette variable d'entrée. Dans le cas de NATOM, on est obligé nécessairement de donner la valeur, même si c'est la valeur par défaut. La prochaine variable d'entrée. Alors, pour passer à la prochaine variable, après un atome, ça sera TYPAT. On se rend compte ici que les valeurs qui sont mises, c'est 1, 2 fois. Donc, ce n'est pas 11. 1 espace 1. Alors, ici, cette variable nous donne sous forme de tableau le type d'atome, n'est-ce pas? Donc, ce tableau va contenir les labels de chaque atome dans chacune des cellules unitaires. Ceci en vue de symboliser leur type. Donc, les différents types d'atomes doivent être construits à partir des fichiers de pseudo potentiel. Alors, comme exemple de la variable TYPAT, nous avons le cas de cette molécule-là. Alors, ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les valeurs-là ne sont pas les pseudo-potentiels, mais plutôt les labels que nous attribuons à chaque pseudo-potentiel associé à chaque type d'atome. Alors ici, nous avons décidé d'associer le nombre 1 à l'atome de barium, 2 à l'atome de titane et 3 à l'atome d'oxygène. Ce qui fait que au moment d'insérer la variable TYPAT, on va écrire 1, 2, 3, 3, 3. Alors, ici, il y a 3 fois 3 parce que dans cette molécule, nous avons 3 fois l'atome d'oxygène. Donc, notons que nous ne sommes pas obligés de respecter cet ordre croissant-là, mais toujours est-il que, comme on a dit, à chaque pseudo-potentiel, n'est-ce pas, on va associer, à chaque pseudo-potentiel associé à un atome d'une cellule unitaire, on va y associer un label, n'est-ce pas, on va juste associer un label. Alors, la prochaine variable dans notre code est la variable xcart qui est donnée ici de cette manière. Alors, cette variable va nous donner plutôt les coordonnées cartésiennes des atomes dans les cellules unitaires. Donc, comme son nom l'indique, c'est vector x for atom position in Cartesian coordinate. Alors, par défaut, l'unité de ces variables, c'est le bord. Alors, si nous revenons dans notre code, on voit que cette première ligne nous donne les coordonnées cartésiennes du premier atome d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on peut accorder cartésien, donc x, y, z. Donc, à la position x, ça sera moins 0,7. Et comme on a dit, comme on n'a pas précisé l'unité, on sait que par défaut, c'est en bord. Y, c'est 0. Z, c'est 0. Pour le second atome d'hydrogène, situé toujours, qui aura pour coordonnées y et z toujours 0, 0. La coordonnée x vaudra 0,7. Alors, sans avoir besoin d'avancer en restant ici, nous voyons que la prochaine variable est ECUT, ici, qui a été mis à 10. Alors,
Cette variable définit simplement l'énergie cinétique de coupure. Cette énergie cinétique de coupure va contrôler le nombre d'ondes planes en un K-point donné. Alors, puisque nous parlons ici d'ondes planes, il faudrait préciser que les ondes planes qui sont permises sont celles pour lesquelles l'énergie cinétique est inférieure à ECUT, c'est-à-dire cette énergie de coupure. Alors, par conséquent, les vecteurs, nous allons appeler ici, ou bien du moins le vecteur G qui se trouve dans l'espace réciproque, a pour contrainte donnée, une contrainte donnée par cette équation numéro 1, c'est-à-dire 1 demi de 2 pi tout au carré facteur de K moins G au carré doit être inférieur à l'énergie de coupure. Donc cette énergie de coupure est par défaut donnée en arterie, c'est-à-dire lorsque on ne précise pas, donc par défaut Abinit va prendre cette énergie de coupure en arterie. Elle peut aussi être donnée en Rydberg ou en électron-volt ou même encore en Kelvin. Et il est à noter que ce seul paramètre peut avoir un impact énorme sur la qualité des calculs. Alors habituellement, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre une valeur de ECUT assez grande lorsqu'on veut faire des simulations. Et de manière générale, lorsqu'on veut prendre la valeur la plus optimale, il est recommandé de faire plusieurs simulations avec des valeurs différentes, ce qui nous permettra de choisir la meilleure valeur. Donc il faudrait éviter de prendre la valeur 0. Donc il faudrait toujours prendre une valeur assez grande lorsque on met ECUT. La prochaine valeur, c'est la prochaine variable, c'est KPTO-PT, ici, qu'on va être égal à 0. Alors, cette variable, elle va contrôler le paramétrage de la liste des K-points. L'objectif ici étant d'initialiser les variables d'entrée que sont KPT, KPT-NRM, NKPT, et dans le cas où la variable ISCF est différente de 2, initialiser la variable WTK. Donc les valeurs possibles de KPTO au PT sont 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi que des valeurs négatives. Nous voyons que dans le cas de notre code, tout à l'heure, la valeur c'est 0. Alors, l'autre chose qu'on doit préciser ici, c'est que la valeur par défaut est 4 dans le cas où la variable NSP DEN est égale à 4. Alors donc, si nous initialisons cette variable, alors par défaut, la variable KPT-OPT vaudra 4. Dans le cas où on ne l'initialise pas, elle vaut par défaut 1. Donc, si nous voulons l'initialiser, comme dans le cas de notre code, nous choisissons une valeur soit positive, 0, 1, 2, 3, 4, ou une valeur négative. Et comme nous avons dit, cette variable permet d'initialiser la suivante, la variable NKPT. La variable NKPT prend pour valeur par défaut 1 lorsque la variable KPT-OPT est égale à 0. C'est ce que nous constatons effectivement dans notre code. Donc, KPT-OPT vaut 0. Donc, par défaut, NKPT vaut 1. Cette variable nous donne le nombre de K-points dans le tableau des K-points qu'est KPT. Donc, voyons que en travaillant, en initialisant la variable KPT-OPT, elle permet d'initialiser la variable NKPT, laquelle permet de connaître le nombre de K-points qu'on aura dans le tableau de la variable KPT. Alors, la prochaine variable est une variable aussi très importante, puisque elle va nous donner, c'est la variable NSTEP, ou bien qu'on peut dire simplement Number of Non-Self-Consistent Field Steps. Elle va nous donner le nombre maximum de cycles ou bien d'itérations dans une exécution SCF ou non SCF. Alors,
La valeur par défaut ici c'est 30. Mais dans le cas de notre code, puisque nous avons affaire à une molécule très simple, on prend la valeur 10. La dernière variable que nous allons présenter ici, c'est la variable TOLDFE. Alors, cette variable nous permet de paramétrer la tolérance des différences absolues de l'énergie totale qui, une fois atteinte 2 fois successivement, causeront l'arrêt d'un cycle SCF. Alors, pour comprendre ça, imaginons que nous souhaitons calculer la valeur de l'énergie du fondamental. Alors, à chaque itération, on aura un résultat qu'on va comparer au résultat obtenu à l'itération précédente. Alors, lorsque on va obtenir après 2 itérations la même valeur, il ne servira plus à rien de continuer les itérations. Le cycle va s'arrêter et on aura directement notre résultat. Alors, l'unité par défaut de cette variable, c'est le A-tri, mais bien évidemment, on peut également associer à cette variable le Rydberg, l'électron-volt ou bien le Kelvin. Il est à noter que cette variable n'est efficace que lorsque les cycles SCF sont terminés. C'est-à-dire dans le cas où on a pris ISCF supérieur à 0. Alors, c'était tout pour les variables que nous avions dans notre code. Donc, la prochaine étape, comme nous avions fait dans une des vidéos précédentes, ça sera d'exécuter ce code. Donc, dans les prochaines vidéos, nous reviendrons sur ce code, nous allons l'exécuter et un peu mieux comprendre ce que ce fichier fait. C'est-à-dire, nous allons, dans la mesure du possible, parcourir les tutoriels qu'on trouve directement sur le site de Abinit. Donc, avant d'achever cette présentation, je voudrais rappeler que les variables qui ont été présentées ici sont celles que nous trouvons dans la version de Abinit que nous avons installée, c'est-à-dire la version 9.6.2, et qu'elles sont toutes accessibles sur le site de Abinit. Donc, voici le lien lorsque nous voulons avoir accès aux variables. Nous allons ajouter qu'également, nous allons mettre à disposition un fichier qui porte sur ces variables qui sera actualisé au jour le jour. C'est celui-ci, c'est un fichier PDF. Il sera disponible dans le GitHub. Voici. Il a donc avec un index, n'est-ce pas? Avec un index. Donc quand on parcourt l'index, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs variables dont certaines nous n'avons pas présentées ici. L'objectif étant qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer dans les tutoriels, dans la maîtrise de Abinit, ça sera d'enrichir ce fichier pour qu'il ressemble entre guillemets à ce qui se trouve sur le site de Abinit. Donc l'objectif n'est pas tant de reproduire complètement ce qui se trouve déjà sur le site de Abinit. Comme on l'a dit, si on a besoin d'avoir plus d'informations sur une des variables, et justement je vous conseille à chaque fois que vous avez quelques doutes sur la signification d'une variable, il suffira juste de se rendre sur le site de Abinit et aller dans la section variables pour pouvoir voir les définitions des variables. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.